Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode, ce troisième épisode de la saison 2 des formations de la délégation européenne internationale du Conservatoire du Littoral. Cette saison 2 était consacrée à concevoir et piloter un projet pour protéger un espace naturel. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie de cette formation, de ce cycle, de manière à évoquer la fin du projet et comment le clôturer et comment pérenniser les résultats, comment s'engager à pouvoir bien valoriser et puis surtout rebondir pour repartir vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouvelles actions pour la conservation des espaces naturels. Donc merci encore de nous avoir rejoints. Comme je l'indique à chacune de ces nouvelles présentations, donc il s'agit d'un cycle avec 3 formations. Vous pouvez déjà disposer du guide technique, la plupart d'entre vous l'ont déjà téléchargé ou l'ont déjà reçu. On va vous remettre à nouveau le lien aujourd'hui dans la boîte à questions, dans la boîte de chat. Et pour ceux qui en feront la demande, donc nous vous proposons de vous envoyer un certificat de participation si vous avez effectivement participé aux 3 formations. Donc n'hésitez pas à nous envoyer à la fin de ce webinaire une demande de certificat de participation que nous vous enverrons. Comme nous l'indiquons aussi, nous avons reçu plus de 480 demandes d'inscription pour cette formation. Comme vous l'avez vu, vous avez rempli un petit questionnaire, vous avez dû répondre envoyer quelques commentaires et quelques informations vous concernant. Et sur cette base-là, nous avons sélectionné 136 candidatures francophones. Et donc, aujourd'hui, la plupart d'entre vous êtes là réunis pour cette troisième étape. Donc, le premier web atelier du 28 septembre était sur la phase de préparation du projet, la rédaction du dossier de candidature. Le 19 octobre, nous avions passé du temps sur la mise en œuvre du projet et le suivi technique et financier. Et donc, ces deux premiers épisodes, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Littoral Europe et International. Voilà, vous allez voir, vous allez retrouver les formations de l'an dernier sur les enjeux de communication et la plupart, déjà les 2 premières formations, les 2 premières étapes, les 2 premières escales de ce voyage pour la gestion de projet. Aujourd'hui, troisième escale, nous allons parler de la clôture du projet, de la pérennisation des résultats, comment valoriser, comment rebondir, comme je le disais tout à l'heure. Donc nous allons découvrir aujourd'hui, grâce à nouveau l'équipe qui assure l'organisation, la préparation, donc Céline, Fanny et Cyrielle qui s'occupent toutes les 3 de préparer, d'organiser et de structurer et actuellement qui sont à la réalisation de cette nouvel épisode. Et comme ceux qui ont déjà participé, vous le savez, mais sur le petit côté, là, vous avez une boîte à questions. Et donc, pendant les 2 premières parties qui vous seront présentées, on vous propose de rédiger vos questions et on va les relayer à destination des intervenants, de manière à ce qu'ils puissent y répondre. Et dans la dernière partie, vous pourrez appuyer sur une autre petite touche qu'on vous indiquera tout à l'heure pour pouvoir participer, intervenir et proposer vos témoignages. Intervenants, comme toujours, on vous le dit, soyez attentifs parce qu'on vous voit, on vous entend, on vous écoute et vous êtes enregistrés pour de futures diffusions sur la chaîne YouTube, comme on le disait. Aujourd'hui, le programme en 3 parties, 4 réellement. Donc, on va commencer par une première présentation des intervenants, les 3 intervenants du jour. Vous verrez, une fois de plus, ils sont d'excellents candidats pour présenter cette étape parce qu'ils ont tous une spécialité et une expérience sur la question. La première partie sur laquelle nous vous proposons de poser vos questions dans la boîte à questions, c'est d'assurer le reporting et se préparer au contrôle. La deuxième partie, c'est la pérennisation et la valorisation des résultats au-delà du projet. Idem, on vous demandera de poser vos questions dans la boîte à questions et on y répondra dans les 2 tables rondes qui clôtureront ces 2 parties, 1 et 2. On fera ensuite un petit passage par la checklist. On reviendra sur les points clés de ce webinaire. Et à la fin, donc comme je vous le disais, la partie forum où nous vous proposons d'ouvrir vos micros pour ceux qui le souhaitent, pour partager un témoignage ou poser des questions en direct aux intervenants. Donc,
On va revenir sur les points clés des deux premiers épisodes. Les premiers épisodes, on va aller assez vite pour revenir très clairement sur ce que vous avez pu manquer, ou en tout cas rafraîchir la mémoire de ceux qui ont participé aux deux premiers. Montage de projet, d'abord, on identifie clairement un besoin initial, on analyse son organisation, ses capacités de faire. On rédige ensuite une concept note qui permet de faire émerger, de produire un projet, de le partager avec des partenaires avec qui on va potentiellement le mettre en œuvre. Ensuite, on cherche les financements appropriés. Et pour ça, il faut veiller à ce que le projet qu'on a écrit soit cohérent avec les attentes du financeur et que l'équipe qu'on mobilise et les partenaires qui s'y associent sont en capacité de respecter toutes les procédures de candidature liées aux critères du bailleur. Ensuite, sur la base de ces premiers constats, on a écrit le concept, on a trouvé le bailleur, alors on rédige un projet clair, structuré, bien pensé, tant au niveau technique qu'au niveau financier, avec le découpage par action, par budget, et avec un calendrier réaliste. Après, on le dépose, on le propose au bailleur et on attend le résultat. Si le résultat est bon, super, on passe à l'étape suivante. S'il est mauvais, on essaie d'apprendre et de tirer les leçons de manière à pouvoir retenter et réorganiser ça dans un deuxième temps. Le deuxième épisode était consacré donc à la mise en œuvre du projet. Donc, il faut bien démarrer son projet. Pour ça, il faut avoir une très bonne connaissance des engagements qu'on a pris vis-à-vis du bailleur, des obligations qu'on a signées, qui sont contractuelles, qui sont dans une convention ou un accord qu'on a avec le bailleur. Ensuite, on engage des actions et on respecte le budget. On respecte le projet initial, tant du point de vue des contenus, des objectifs, des finances et du calendrier qu'on avait annoncé. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir dès le départ un calendrier réaliste. Ensuite, pendant la mise en œuvre du projet, on réalise déjà le suivi technique, financier, administratif, de manière à ne pas attendre la fin du projet, le reporting final qui peut arriver 2, 3 ou 5 ans après. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il vaut mieux préparer son reporting tout au long du projet, tout au long du fil, ce qu'on appelle au fil de l'eau. Et pendant cette durée, il faut garder une motivation de tous ses partenaires. Et pour ça, avoir une bonne gouvernance, ça facilite la conduite du projet. Idem que pour l'étape précédente. Toute réussite est bonne à promouvoir et tout échec est bon pour s'enrichir et savoir en tirer les leçons pour le prochain projet. Donc, je vais laisser maintenant la parole à nos trois intervenants du jour, que je remercie vraiment 1000 fois d'avoir accepté d'intervenir parce que leurs regards sont très complémentaires, vous le verrez. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Fenia Mara-Saïd-Razouk de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, Nicolas Salon de l'UICN France, qui est en charge des programmes des petites initiatives, les petits projets en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et Laurent Bouteau, consultant, qui travaille beaucoup sur les enjeux d'évaluation de projets. Donc, je remercie à nouveau ces trois spécialistes, experts des projets, de pouvoir participer de leur expérience avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Fenia, qui va en quelques slides nous présenter son parcours, nous dire qui elle est, de manière après à ce que vous puissiez vous adresser à elle en toute connaissance de cause et de manière à pouvoir bénéficier de son expérience. Fenia, merci encore. À toi la parole et je passe le slide suivant pour présenter qui tu es. Ah, Fenia, je ne t'entends pas, alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais... Est-ce que maintenant c'est mieux? C'est très bien, c'est parfait. Super. Je te propose de reprendre. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Fenia Mara et je suis chargée de mission milieu marin et coopération internationale au sein de l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement public français créé en 2020. Je travaille depuis une douzaine d'années pour des projets de coopération régionale et internationale et de mise en réseau de gestionnaires d'aires marines protégées. Et pour cela, j'ai pu accompagner des porteurs de projets et donner un conseil méthodologique sur chacune des phases du cycle de projet, donc y compris celle qui nous concerne aujourd'hui sur la clôture et la pérennisation des résultats du projet.
J'ai une expertise sur les programmes européens de l'Union européenne qui sont particulièrement exigeants sur notamment l'évaluation, la pérennité des actions. Et dans le cadre de la gestion de projet, j'ai pu créer des outils adaptés, notamment pour marier les exigences des bailleurs de fonds avec les procédures administratives d'un établissement public. Slide suivante. Donc, j'ai également une expérience dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et dans la formation de journalistes qui peut être complémentaire, intéressant sur les aspects de communication. Et, j'ai pu, voilà, à travers ces différents projets, j'ai eu l'occasion de développer des partenariats et des coopérations avec différentes catégories d'acteurs, ce qui est toujours très, très enrichissant. Et par la même occasion, je me suis rendu compte en travaillant avec différents programmes européens, mais aussi différents bailleurs internationaux, qu'il y a une certaine transversalité de la méthodologie de gestion de projet qu'il faut adapter à certaines particularités parfois. En tout cas, je suis heureuse aujourd'hui de partager mon expérience avec vous et je remercie chaleureusement l'équipe du Conservatoire du Littoral pour l'organisation du forum et pour l'édition de ce très beau guide de gestion de projet. Heureuse de passer ces 2 heures avec vous. Merci beaucoup, Fenia. C'était effectivement très clair et on voit cette large expérience qu'on espère pouvoir partager avec l'ensemble des participants aujourd'hui. Merci encore. On se retrouvera dans les phases des 3 moments de forum et de questions-réponses qu'on va avoir plus tard. Nicolas Salin de l'UICN, Comité français de l'UICN, spécialiste des projets que je vais te laisser te présenter, ce sera bon, encore plus simple, ça ne va pas dire des bêtises. Nicolas, merci à toi aussi d'avoir accepté de passer ces 2 heures avec nous et de partager ton expérience. Je te laisse la parole. Merci Fabrice, bonjour à tous. J'espère que le son passe bien déjà, parce que j'ai un petit problème de connexion, mais j'espère que ça va tenir. Donc moi je m'appelle Nicolas Salin, je suis chargé de programme coopération internationale au comité français de l'UICN. Je suis ingénieur agronome de formation et par le passé j'ai travaillé pour un bailleur de fonds comme l'Agence française de développement en Afrique centrale et puis pour un opérateur terrain cette fois-ci, une ONG qui s'appelle AgriSud International sur un projet d'aménagement de bassin versant en Haïti. Donc aujourd'hui, j'ai un peu la double casquette à la fois bailleur et opérateur parce que je suis en charge de la gestion du PPI, donc du programme de petites initiatives, qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et qui vise donc à soutenir les petites ONG dans des projets de conservation de la biodiversité en Afrique. Donc plutôt que de vous présenter mes compétences ou mes expériences passées, je vais justement parler du PPI. Donc le PPI, c'est quoi? C'est un guichet de financement, à la fois un guichet de financement, mais aussi un accompagnement sur mesure de nos bénéficiaires ou de nos partenaires, comme on les appelle plus classiquement, avec un volet de renforcement de capacité qui est déployé pendant toute la durée des projets. Alors sur la partie financement, on a deux guichets, un guichet de petites subventions, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 € en moyenne pour des durées d'action de 2 ans. Et puis on a un autre volet qui est sur des subventions un peu plus importantes, de l'ordre de 70 000 € pour des durées d'action de 3 ans et qui vise à consolider les partenariats qu'on a avec des bénéficiaires historiques du programme. Donc rapidement, la philosophie du programme, c'est de permettre à de jeunes organisations inexpérimentées de bénéficier généralement d'un premier coup de pouce financier et technique qui puisse petit à petit donc amener les acteurs de terrain à se professionnaliser et à s'engager dans la durée, dans des territoires et dans des dynamiques collectives. L'objectif final du programme étant de pouvoir soutenir donc la montée en puissance d'acteurs locaux qui pourront in fine influencer les politiques au niveau environnemental, que ce soit au niveau local, national, régional. Voilà. Peut-être donc slide suivante.
Alors, le programme sur la partie renforcement de capacité, qui est vraiment une composante fondamentale pour nous, et ce qui m'amène peut-être à intervenir aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect accompagnement, donc sur mesure, de proximité aux bénéficiaires du PPI. Alors, ça se fait en 3 étapes. En amont, on appuie les porteurs de projets à monter les projets. Donc, en général, ce sont des opérateurs de terrain qui mènent des actions, qui ont des bonnes idées, mais qui ont parfois du mal à mettre ça sur papier et à organiser ça, structurer leur projet. Donc, on les aide à ça. Ensuite, au cours de la mise en œuvre des projets, on les accompagne également selon un plan de renforcement de capacité et un diagnostic de renforcement de capacité, donc qui touche à plein d'aspects qui ne sont pas uniquement techniques pour le coup, mais qui sont aussi sur des aspects de recherche de financement, de communication, voilà, sur différents aspects de ressources humaines aussi. Et puis finalement, à la fin des projets, on les appuie également à la fois au réseautage, donc comment faire en sorte de créer une communauté d'acteurs qui se parlent, qui échangent entre elles, et comment faire en sorte aussi que ces partenaires puissent être plus visibles à l'occasion notamment de forums d'échange ou de voyages d'échange sur lesquels on les appuie pour valoriser leur expérience et in fine peser un peu plus dans le monde de la conservation. Ici, vous voyez par exemple sur cette photo en bas les partenaires PPI que l'on a pu faire participer au dernier congrès mondial de l'UICN à Marseille. Donc c'est un exemple voilà, de partage qu'on mène au PPI. Voilà, de manière très ramassée. Donc je suis très content de participer à ce webinaire et je remercie le Conservatoire du Littoral de m'avoir invité. Merci à toi, effectivement, de nous avoir rejoints et effectivement de pouvoir partager ces belles expériences, notamment africaines. Troisième intervenant, troisième expérience à partager, Laurent Bouteau, qui est consultant, spécialiste de planification, suivi et évaluation en projets environnementaux. Laurent, merci d'avoir accepté. Et je le redis parce que c'est important, l'ensemble des intervenants des 3 sessions sont bénévoles et le font vraiment de manière désintéressée, mais ou plutôt intéressée, mais non financièrement, pour voilà contribuer à ces échanges d'expériences. Et je le dis d'autant plus qu'effectivement ton métier, c'est donc consultant et donc plutôt de vendre ton temps au lieu de le donner. Donc merci 1000 fois de nous donner de ton temps et de cette expérience. Laurent, je te laisse te présenter et merci encore d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci, donc je prends la parole. Bonjour à tout le monde. Oui, donc en effet, je suis consultant sur les questions, sur les questions environnementales en général. Plus précisément, j'ai été longtemps impliqué dans un bureau d'études associé qui s'appelle Lauréat Brèche. Depuis 2 ans et demi maintenant, je fais le même type d'intervention, mais à mon compte. Et je travaille sur des thématiques liées à la biodiversité, aux aires protégées, la gestion des eaux, au changement climatique, notamment en contexte littoral et insulaire, mais pas seulement, aussi sur les sujets terrestres. Et je travaille pas mal pour des organismes publics aussi, parfois pour du privé, mais de façon plus limitée. Et moi, contrairement à Nicolas, j'ai fait le choix de vous présenter un petit peu le type plus précisément de dossier sur lequel je travaille. Donc, si on regarde la diapo suivante, j'interviens en fait autant sur les projets que les plans, programmes politiques. Ici, donc j'ai cité un peu quelques exemples sur, d'une part, ce qui est de la planification et l'étude de faisabilité. Par exemple, alors j'avais souligné, ça y est plus, mais c'est pas grave, sur des projets plus particulièrement comme le projet Smileau, sur les petites îles durables, sur la préparation aussi de notre projet sur les AMP en Méditerranée qui s'appelle Cogito et qui implique plusieurs organisations. Et aussi, je vous disais, sur des sujets terrestres, sur la gestion forestière durable au Congo, par exemple, dans le projet PPFNC, ou d'autres sujets. Le cas de Mayotte n'était pas directement un projet, c'était plus stratégique. Sur des évaluations, capitalisation de projets, j'ai mis entre parenthèses PPP, c'est aussi d'autres politiques, plans, programmes. Mais les exemples que je donnais là, ici, sur
Jalisco, Mexique, était un projet lié à une analyse d'un test de type de parc naturel régional au cas du Mexique. Ça, c'est lié à un projet de gestion des aquifères dans le Sahara, pareil sur COGESFOR Madagascar, qui est une évaluation là, sur la gestion durable des forêts, par exemple. Il y a d'autres types d'interventions comme l'encadrement d'assistance technique, la rédaction d'ouvrages, l'accompagnement au suivi ou à la concertation. Par exemple, sur ce petit exemple qui est à droite, sur l'appui à la rédaction de livres blancs de fin de projet du projet Interreg ISOS sur les îles en Méditerranée aussi. Ou encore un autre type d'études sur lequel je travaille, c'est des études plus techniques et réglementaires, et certaines concernent aussi des projets du type des projets programmes du type par exemple d'adaptation au changement climatique, le projet PACT en Tunisie. Le reste était des exemples et aussi plutôt sur des choses programmatiques. Voilà, un petit peu vite brossé les sujets sur lesquels je travaille et le lien avec plus particulièrement les projets puisque c'est le sujet du jour. Merci beaucoup Laurent. Effectivement, c'est une belle expérience qu'on va pouvoir partager aujourd'hui sur les fins de projet. Et donc là, on va passer à cette phase où Céline va nous présenter la première partie de la valorisation et de la pérennisation de projet, assurer le reporting et se préparer au contrôle, parce que ça, c'est vraiment un paramètre qu'il ne faut bien avoir en tête, c'est qu'une fois qu'on a rendu la copie, eh ben, il y a possibilité d'avoir un relecteur ou un évaluateur ou quelqu'un qui vient contrôler encore un peu plus tard. Céline, je te passe vite la parole pour présenter le cadre conceptuel, le cadre méthodologique de cette première partie. À toi. Merci Fabrice et bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ceux qui ont suivi les précédentes éditions. Donc, on va passer dans cette première partie de webinaire en se focalisant sur le reporting de bailleur, qui est une étape évidemment cruciale parce que c'est ce reporting qui va conditionner les versements du solde des subventions qu'on aura pu avoir à la validation du projet par le bailleur. Donc, ce reporting, son objectif, ça va être vraiment de prouver au bailleur, aux financeurs, que le projet a bien été mené, donc les réalisations effectives pendant toute la période d'éligibilité du projet. Alors, ce reporting va prendre des formes plus ou moins complexes selon les attentes et les prérequis qui sont définis par le bailleur. En règle générale, il y a souvent un rapport technique. Ce rapport, ça va faire état de l'avancement du projet, mais ça va donner également des premières esquisses sur l'évaluation qu'on en fait. Est-ce qu'on a bien touché les bonnes cibles? Quels sont les différents changements qu'on a pu observer entre l'avant et l'après-projet? On peut avoir parfois les pièces justificatives techniques qui sont demandées d'ores et déjà. Alors, il s'agit peut-être parfois plutôt des gros livrables, des guides méthodologiques, ce genre de choses. Le bailleur va, à ce stade, quand on envoie un rapport final, parfois ne pas demander des comptes rendus de réunion qui vont être menés tout au long du projet, mais il faut quand même les avoir sous le coude en cas d'éventuel contrôle. On y reviendra un petit peu plus tard. Et le reporting, c'est également toute la partie financière, où là, c'est l'état des dépenses qui a pu être mené pendant la période d'éligibilité du projet. Et le bailleur peut demander tout de suite également les pièces justificatives, c'est-à-dire les factures, souvent, mais parfois, il peut également aller plus loin et demander tout le processus, le dossier de consultation ou d'appel d'offres, l'ensemble des devis qui avaient été validés, les procédures de sélection des prestataires, etc., etc. Donc ici, on va plutôt se consacrer au reporting final des projets, mais évidemment, c'est la même démarche, la même réflexion méthodologique quand on a des reportings intermédiaires qui arrivent en cours de projet. La clé du succès, pour faire un bon reporting, Fabrice a déjà commencé à en parler tout à l'heure parce qu'on l'avait déjà évoqué dans les précédents webinaires, c'est vraiment de faire un reporting au fil de l'eau. C'est du temps gagné et c'est pour ça qu'il faut anticiper et s'organiser. La règle déjà de la toute première, c'est vraiment de connaître les modalités de reporting. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut comme type de document? Est-ce que c'est un dépôt qu'on transmet au format papier au bailleur ou via une plateforme numérique? Est-ce que le bailleur a un rapport standard préétabli, un rapport type, ou est-ce qu'on a un format qui est plutôt libre et c'est à nous d'être créatifs, en tout cas d'être clair et structuré pour bien lui retranscrire tout le bilan du projet. Ce
qui est important, pour ce reporting, c'est également d'avoir un rétro-planning. C'est notamment encore plus important dans le cadre de projets de coopération où on est plusieurs partenaires différents qui vont justement venir amender ce reporting. Et donc, c'est important de fixer des échéances pour avoir le reporting technique, mais aussi pour avoir des pièces justificatives un peu plus financières quand, par exemple, on a des services au sein de son organisation qui sont associés. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mobiliser également l'équipe technique et également les services administratifs et financiers au plus tôt pour que l'ensemble des pièces techniques, des pièces administratives et financières puissent être montées en temps et en heure et envoyées au bailleur. Dans cette phase de reporting, si jamais un point n'est pas clair, c'est important de ne pas envoyer le rapport et d'attendre un éventuel questionnement par la suite, mais c'est important de contacter le financeur en amont pour savoir pour avoir une clarification si jamais il y a un aspect du reporting, notamment des reportings standards qui n'est pas bien compris. Et enfin, avant d'envoyer tout rapport au bailleur, c'est très important de collecter et d'organiser les pièces justificatives. Il faut garder en tête que le bailleur de fonds ne va pas forcément avoir toute une semaine ou plusieurs heures à consacrer à la lecture de ce reporting. Donc, tout ce qui sera une aide en termes de clarté, de structuration, sera vraiment plus facile pour lui faciliter la lecture. Et dans ces cas-là, un projet qui a bien été mené, associé à un reporting qui est bien ficelé, ce sera un atout et ça pourra laisser une bonne impression au bailleur et ça pourra lui permettre d'imaginer peut-être une suite avec vous à l'occasion d'un prochain projet. En ce qui concerne le reporting narratif, quelques conseils. Donc, vraiment adapter le rapport aux attentes du bailleur. Même si vous avez fait des activités dans votre cadre de votre projet qui parlent des études que vous avez menées sur un territoire, l'idée n'est pas uniquement de se focaliser sur un axe qui vous a plu, mais l'idée, c'est bien de couvrir l'ensemble des activités qui ont été prévues dans le projet. S'il y a des études sur des sites, des démarches d'accompagnement de gestion, des formations, etc. L'idée, c'est de mettre un bon taux d'information cohérent, pas trop peu. Ce qui est mieux, c'est d'avoir un rapport évidemment très, très propre, très clair. Et donc, se faire relire et relire le rapport, c'est évidemment d'intérêt pour contrôler les contenus de ce qu'on a rédigé. C'est également important d'être honnête et juste dans son évaluation et d'expliquer les manquements parce que ça peut arriver. Un projet n'est pas parfait du début à la fin. Mais du moment que, par exemple, une action n'a pas eu l'impact qu'on imaginait, si on est capable de l'expliquer, de le justifier et de corriger les erreurs, un bailleur pourra être à l'écoute et comprendre, et en tout cas, intégrer le fait que vous avez fait cette analyse de réussite ou d'échec. Il ne faut jamais sous-estimer le temps à consacrer et l'impact du reporting du projet, comme je le disais. Le temps à consacrer, c'est également important. Il ne faut pas attendre la dernière minute ou la dernière journée pour faire ce reporting. Vraiment, on insiste encore, le faire au fil de l'eau, c'est la clé pour ne pas se retrouver dans une situation très stressante. Un dernier petit conseil par rapport aux livrables qui vont être envoyés aux bailleurs de fonds. On en a déjà parlé dans les précédents web ateliers. Tous les enjeux, les règles de communication, les logos, les mentions obligatoires sur les livrables, ça peut être le bon moment, là encore, pour effectuer un dernier contrôle si on n'a pas déjà fait au préalable et s'assurer que les règles de communication établies par le bailleur sont bien respectées. Quelques conseils maintenant pour un bon reporting financier. Donc, ce rapport financier que vous allez faire va pouvoir faire la synthèse de toutes les dépenses que vous avez effectuées pour le projet, qu'elles soient apportées par le bailleur de fonds ou que ce soit les cofinancements qui peuvent être apportés par votre structure ou par d'autres bailleurs. Donc, ça va être toutes les dépenses de ressources humaines, les frais de mission de déplacement, les frais de prestation de services, les frais de travaux. Donc, tout ceci va être consigné dans ce rapport. Et le but du jeu, ça va être de prouver que les dépenses ont effectivement été encourues pour le projet, réalisées pour le bien du projet et de ses activités et pendant sa période d'éligibilité. C'est important pour le bailleur également de garantir la traçabilité de la moindre dépense effectuée. Alors, certains bailleurs de fonds demandent dès l'origine qu'il y ait un compte en banque dédié au projet, mais parfois il y a des organisations sur lesquelles c'est le compte unique de l'organisation qui peut recevoir différentes subventions. Nous, par exemple, c'est le cas pour le Conservatoire du Littoral. On a mis en place une traçabilité analytique où chaque dépense est liée à un code projet qui nous permet donc d'assurer cette traçabilité des dépenses. Pour le reporting financier, un dernier conseil, ça rejoint ce qu'on disait également auparavant sur le fait d'anticiper du temps. Les rapports peuvent parfois être signés par l'agent comptable de la structure ou par un trésorier quand on est une association, par le représentant légal. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on doit envoyer pour signature. Donc il peut y avoir des délais avant de pouvoir déposer ce rapport financier au bailleur. Une
petit aparté, certains bailleurs demandent à ce qu'il y ait un auditeur externe qui puisse faire l'audit de ces rapports. Donc ça, c'est également quelque chose qui est à prévoir, prévoir un temps suffisamment important pour collecter, préparer tout le rapport financier, faire venir l'auditeur externe qui apporte son contrôle et qui rende son verdict avant l'envoi du rapport au bailleur de fonds. Une fois le rapport transmis, on se prépare au contrôle. Alors, il faut avoir en tête que l'équipe projet ne sera peut-être plus là lors du contrôle, qui peut parfois intervenir assez rapidement. Donc, le chef de projet peut encore être présent dans la structure, mais dans certains cas, le contrôle peut être effectué dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc, les personnes peuvent avoir tourné. Donc, c'est important de bien archiver, bien structurer tous les éléments de reporting qui ont été transmis au bailleur. Donc, il faut conserver une copie, papier, version scannée, en bonne qualité de documents et des pièces justificatives qui sont transmises, bien les classer, les archiver et se tenir prêt et disponible. Il y a toujours du temps de travail qu'on néglige post-projet qui, avant de recevoir le versement final, où il va falloir apporter un évaluateur ou un contrôleur des précisions sur les activités menées, des justifications sur des dépenses qu'a priori il juge non éligibles. Donc tout ça est une affaire de questionnement et donc il faut accorder du temps et souvent être très réactif pour apporter ces réponses. Et enfin, quand toute cette phase de contrôle est passée, c'est là qu'on peut obtenir le versement final. Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier cas, c'est si une avance a été versée en tout début du projet, qui peut parfois avoir eu lieu plusieurs années auparavant. Si tout va bien, 100% des dépenses vont être validées et considérées éligibles par le bailleur de fonds. Donc là, ils vont juste faire un versement du solde de la subvention. Donc, c'est la différence entre le montant total de la subvention accordée et le montant des avances déjà perçues. Un autre type de versement, donc là, c'est plutôt lié à des projets européens, où là, ce sont des projets qui cofinancent à hauteur de X%. Donc, le bailleur de fonds va considérer les dépenses qui sont déclarées dans le rapport final, appliquer ce pourcentage de cofinancement qui est prévu dans le contrat pour effectuer le versement du solde. Et j'en ai fini pour cette première partie et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup, merci Céline pour ces précisions et ce cadrage très très clair. Je vais proposer à Feigna, Nicolas et Laurent de nous rejoindre pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les rédiger dans la boîte à questions. Je me ferai le plaisir de les relayer. Et je vais faire déjà un premier tour auprès de nos intervenants pour avoir leur avis sur ce qu'a présenté Céline. Feigna, on a vu que là, Céline a parlé de différents niveaux d'exigence des bailleurs. Est-ce que dans ton expérience, tu as été amené à avoir des niveaux d'exigence des bailleurs encore supérieurs ou beaucoup inférieurs à ce qui a été présenté par Céline en termes de reporting, de compte rendu financier, de compte rendu narratif, etc. Voilà. Je ne te demande pas un classement des bons et mauvais bailleurs, les plus durs, les plus stricts, les plus ennuyeux, voilà, les plus pénibles. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des moments où on demande beaucoup plus de documents, des moments beaucoup moins? Vous m'entendez? C'est bon? Ça marche? Alors, non, je peux pas clouer au pilori les bailleurs. C'est vraiment au cas par cas. Et comme le disait Céline, il faut anticiper en tant que possible et dialoguer avec son bailleur de fonds pour savoir le format qui est attendu. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre d'en arriver au reporting pour récupérer les modèles de reporting. Il faut, dès le démarrage du projet, en fait, connaître sous quel format seront évaluées les actions et leur mise en œuvre et ce qui correspond, en fait, les dépenses qui sont liées. Donc, en termes après, pour répondre plus précisément à la question, quels sont les bailleurs qui ont été les plus pointilleux? Habituellement, mais je ne sais pas si ça concerne la majorité des participants aujourd'hui à ce webinaire. Mais en France, c'est souvent avec les fonds structurels, le Fonds européen de développement régional, mais ça dépend des régions.
Le FEAMP, le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, qui a pu couvrir certaines actions comme des analyses de risque pêche dans les aires marines protégées. Là, on avait une architecture entre voilà, des services de l'État centralisés, déconcentrés, enfin donc des services de l'État en région. Et parfois, les procédures sont pas cohérentes ou sont pas les mêmes selon les façades maritimes. Donc, voilà, une même ligne de financement et 3 projets que nous menions à l'agence dans 3 endroits différents, ben, on avait parfois des légères différences qu'il fallait gérer au cas par cas. Donc, pour éviter en tout cas les surprises et les sueurs froides, faut essayer de récupérer les modèles vides et de voir comment, parce que parfois, c'est arrivé aussi que les outils dans lesquels on a fait le montage de projet ne soient pas les mêmes que les outils du même bailleur de fonds avec lesquels on doit faire le reporting ou l'évaluation des actions. Donc, anticiper, je pense que c'est toujours le mot-clé dans la gestion de projet. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, le mot au fil de l'eau, c'est revenu régulièrement. Il y a d'ailleurs une question de Alain dans la boîte à questions à ce niveau-là. Mais moi, j'ai connu plusieurs projets, notamment sur financement européen, où les chefs de projet ont été accaparés pendant la durée du projet sur la gestion, la mise en œuvre, voilà, et pas du tout sur le reporting. Ils n'ont pas du tout anticipé. Et puis, plus ils avançaient dans le projet, plus le reporting devenait quelque chose de pénible parce qu'il fallait revenir sur depuis le début et que ça devenait vraiment quelque chose. Et donc, la fin du projet est arrivée. Le reporting n'a pas été fait tout de suite. Ils ont mis 1 an et demi à faire le reporting. C'est 1 an et demi où le solde du projet n'est pas payé. Donc, pour une structure de type ONG, c'est compliqué d'un point de vue trésorerie. Et à la fin, ils n'ont pas eu la totalité du budget parce qu'effectivement, le reporting a été mal fait, parce que pénible à faire, parce que justement non anticipé. Est-ce que je peux apporter un autre élément de complément si on a le temps? Il y a 2 choses. En général, les dépenses, lorsqu'on fait son reporting régulièrement, il y a des dépenses, elles sont sonnantes et trébuchantes. C'est sur facture, un déplacement, un train, une facture, voilà. On liste les dépenses, on met le justificatif avec. Il y a des postes qui sont plus sensibles à l'audit que d'autres, et notamment, bien sûr, c'est le poste du temps consacré au projet et le poste des ressources humaines, sauf lorsqu'on a une personne qui est à 100% dédiée au projet. Donc là, c'est la totalité. Et là, ça peut varier selon les bailleurs. En fait, la façon qui sera demandée pour justifier le temps consacré, ou la façon de calculer en fait le pourcentage, le prorata de temps et donc le pourcentage de salaire à déclarer à ce bailleur peut aussi varier, être plus ou moins des calculs un peu compliqués en fait. Il y a certains programmes européens comme certains LIFE, parce que ça varie aussi dans les périodes de programmation, c'est des règles qui évoluent. Certains LIFE ou certains financements des GMARE de la Commission européenne, pour lesquels on devait calculer le salaire annuel, faire un taux horaire du salaire à partir du montant annuel de la rémunération. Des calculs savants de jours œuvrés par rapport aux jours fériés, les congés, etc., sachant que d'une organisation à l'autre, voilà, chacun peut avoir des spécificités, et donc avoir un taux horaire qu'on applique mois par mois. Donc, il y a des méthodes plus simples, mais c'est pas le porteur de projet qui choisit toujours comment justifier ces aspects-là. Tout à fait. Je prends l'exemple du Conservatoire du Littoral où on a, en fonction des projets, soit le temps homme, donc pensez effectivement à faire une déclaration du temps que vous passez sur le projet, que ce soit au niveau quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Ça, c'est la base. Mais après, pour le calcul du montant de ce qui est à déclarer, donc soit effectivement on arrive à des taux horaires sur l'année en fonction des vacances, etc., qui sont des calculs un peu compliqués. Et nous, ce qu'on a fait aussi, on a fait voter par notre conseil d'administration un montant
journalier qui englobe le coût total de nos salaires, mais aussi le coût de la structure, puisque quand on passe du temps, il y a aussi derrière des gens qui font les fiches de paye, des gens qui font l'administratif, etc., le chauffage, l'électricité, etc. Donc, on a aussi notre conseil d'administration qui a voté un coût de jour homme que certains bailleurs acceptent aussi de financer en tant que tel, et c'est beaucoup plus simple. Je me tourne vers Qui est Nicolas. mis à jour annuellement? Du coup, vous mettez ce calcul à jour annuellement ou il est validé une fois pour une période donnée? Alors, c'est pour une période donnée, c'est-à-dire que là, au cours des 7-8 dernières années, on a eu deux montants comme ça qu'on a fait réévaluer quand il y a une forme importante de réévaluer. Enfin, certains bailleurs l'acceptent et c'est beaucoup de temps gagné. Nicolas, je me tourne vers toi parce que, en tant que bailleur, par rapport justement là aussi au niveau d'exigence de ce que vous attendez, vous, pour des projets, vous aviez des projets avec différents niveaux de subventions, parfois des très grosses subventions, parfois des plus petites. Est-ce que le niveau d'exigence du reporting varie? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un reporting à mi-parcours, un reporting à fin de projet? Est-ce que vous demandez la copie de toutes les factures ou simplement les factures au-dessus de 20 000 euros? Enfin, j'exagère volontairement, mais voilà. Est-ce que ça, vous variez dans vos exigences en fonction du montant de la subvention allouée? Alors, juste pour nuancer un petit peu, nous on est un gros bailleur, donc on ne donne pas des grosses subventions. Donc, c'est vrai que la fenêtre est plutôt de l'ordre de 30 000 à 70 000 euros. Et donc, par rapport à ça, nous, on n'a pas forcément une exigence qui est différente de rapportage, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier. Sur le plan technique, on a un rapportage, nous, qui est très simple, qui est basé finalement sur le cadre logique du projet, c'est-à-dire un rapportage spécifique sur les indicateurs de résultats. Donc, on privilégie un rapportage très simple qui est vraiment sur un fichier Excel à renseigner. Et puis, en parallèle, on demande généralement des pièces justificatives, des éléments de preuve sur le plan technique. Ça peut être des comptes rendus de réunion, des photos, des captures d'écran. Mais nous, on fait quelque chose de très simple parce qu'on considère que les partenaires, les organisations n'ont pas forcément le temps de passer beaucoup de temps sur du rapportage. C'est pas forcément un temps qui est très utile. Après, c'est important pour nous de bien comprendre les avancées du projet. Et pour ça, je voudrais juste rebondir sur une chose qui pour moi est important aussi. On parle beaucoup du rapportage technique et financier. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à proposer aux bailleurs de fonds des points d'étape pendant la durée de vie du projet, voir le bailleur comme un partenaire et pas uniquement un financeur. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des aspects rapportage technique financier, mais je pense qu'il faut insister aussi sur les aspects humains de la relation entre le bailleur et le bénéficiaire. Alors généralement, bailleur, bénéficiaire, c'est des termes un peu désincarnés, je trouve qu'on emploie. Mais derrière, il faut bien avoir en tête que ce sont des personnes qui interagissent et que c'est important d'instaurer une relation de partenariat au sens où les bailleurs, finalement, ils ont autant besoin des opérateurs de terrain qui financent que les organisations ont aussi besoin des bailleurs pour financer leurs projets. Donc, il faut bien avoir en tête que l'idéal, c'est d'arriver petit à petit à créer, je pense, une relation de confiance entre les interlocuteurs. Et puis, ça semble important de rappeler qu'il faut pas uniquement rester dans des aspects de rapportage, mais qui sont importants, qui permettent de justifier ces projets, à la fois sur le plan technique, sur le plan financier. Et puis, l'aspect humain est aussi fondamental. Voilà ce que je pouvais dire. Sur les aspects financiers, nous, on a des exigences qui sont évidemment de bien classer les dépenses et puis surtout les classer selon le modèle demandé par le bailleur, c'est-à-dire en fonction des activités qui sont financées. Quand un bailleur va demander des justifications, nous on le fait, alors pas de manière complète, mais on va faire un échantillonnage des dépenses. On va regarder par activité les postes des dépenses qui ont été financés. Donc, c'est bien important pour nous d'avoir cette classification. Donc, il faut se renseigner sur comment le bailleur veut très concrètement que le bénéficiaire puisse justifier les dépenses. Mais voilà, pour ramasser un peu sur ta question, effectivement, nous, on n'a pas de différence parce que on passe le même temps globalement à rapporter, que ce soit pour une petite subvention ou pour une grande, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, les échanges en amont, le relationnel humain avec un bailleur qui lui aussi a besoin, comme tu le disais, que d'avoir des opérateurs qui sont pas simplement des bénéficiaires, mais aussi des partenaires, qui contribuent à mettre en œuvre la politique et la stratégie d'un bailleur de fonds. Effectivement, c'est très important. Mais certains bailleurs, c'est plus compliqué, effectivement, d'avoir ces échanges humains puisqu'on est systématiquement à travers une machine.
Laurent, maintenant, je me tourne vers toi, toi qui qui a eu souvent l'occasion d'évaluer des projets, d'arriver en fin de projet, etc. Quelles sont, d'après toi, avec ton retour d'expérience, les erreurs classiques des projets auxquels il manque des choses, justement, où, au moment où tu arrives pour l'évaluation, le reporting est mal fait, pas assez fait, fait à la va-vite, les pièces financières sont pas là, etc. C'est quoi les erreurs classiques des projets que tu as rencontrés? Alors c'est vrai qu'il y a des cas en effet où l'évaluateur souffre, c'est-à-dire que quand on arrive dans un projet, ça dépend aussi de l'exigence du bailleur en fait, parce que il y a des projets qui sont très structurés parce que le bailleur l'exige au départ, et de fait quand l'évaluateur arrive, il a plus de facilité s'il y a un cadre logique qui est bien structuré initialement que quand il n'y a rien du tout, parce que ça arrive aussi encore aujourd'hui. Et puis après, il y a la responsabilité aussi du porteur de projet, parce qu'il a beau avoir un joli cadre logique, il peut être considéré comme important à mettre en place au moment du montage, mais pas toujours utilisé et pour son suivi et pour son évaluation. Et bien sûr, si le porteur s'en empare pour en faire un vrai outil de suivi, forcément, et qu'il le suit régulièrement, forcément, ça donne un vrai outil à l'évaluateur pour derrière faire le lien entre ce qui était prévu au départ, ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas été fait. Et donc, voilà, ça rejoint aussi ce que disait Céline tout à l'heure sur le fait de ne pas se réveiller à la fin pour faire son suivi et son bilan et le faire de façon régulière, parce qu'on voit aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas comme indicateur au fur et à mesure, et donc aussi le cadre logique en expliquant au bailleur peut aussi évoluer au fur et à mesure en le justifiant. Un autre point que je peux dire aussi, c'est que parfois il y a confusion, il peut y avoir confusion par exemple entre un suivi de réalisation ou un suivi de résultat. Des fois, la chose n'est pas claire pour tout le monde, mais si le projet, par exemple, dans un projet, on doit mettre en place, si le but est de faire, comment dire, favoriser la biodiversité, par exemple les oiseaux en installant des nichoirs, installer les nichoirs sert à la réalisation. L'augmentation du nombre d'oiseaux, ça c'est le résultat atteint, et c'est pas tout à fait la même chose. Quand on veut alimenter en eau potable un village, c'est pas la même chose d'avoir mis en place 90% des tuyaux, mais le résultat, ça c'est la réalisation, mais le résultat c'est vraiment d'alimenter, que les gens aient l'eau à l'arrivée. Donc c'est souvent un peu une confusion dans les indicateurs de suivi en face des objectifs qu'on veut atteindre. Voilà, qui est parfois observé. Sinon, que dire de plus par rapport à ça? Pour l'instant, je crois que... Alors, trois petites... Merci beaucoup. Trois petites questions là qui sont dans la boîte à questions que je reprends. Humani qui nous demande, qui nous félicite et qui nous remercie pour la clarté de ce cadrage, et qui nous dit: est-ce qu'on peut l'adapter à tout type de projet? Je réponds un peu globalement, mais effectivement, l'idée c'est de présenter un cadrage général et après de l'adapter aux exigences des bailleurs. Et donc, la première chose à faire, c'est effectivement d'échanger avec le bailleur, de relire la convention, les règles de reporting telles qu'elles sont prévues par le bailleur, et s'assurer dès le début et pas attendre la fin qu'effectivement d'avoir bien compris les exigences du bailleur. Donc ça, c'était voilà, la réponse. Une autre question là que je vous pose plus globalement: est-ce qu'il faut choisir son bailleur en fonction de ses exigences au niveau de du reporting? Je trouve la question impertinente. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour répondre? C'est quand même, ça ne me semble pas être le fondamental. Généralement, le bailleur, on le cherche pour savoir s'il peut nous soutenir financièrement dans notre projet. Et après, le reporting, c'est quand même pas la pierre angulaire du travail qu'il y a à faire, il me semble, même s'il y en a qui sont plus exigeants que d'autres. Mais pas au point, je pense, d'éliminer des bailleurs. Alors quand même, c'est vrai, dans le cas qui était cité tout à l'heure, dans le cas il y a certains projets européens,
ou si on n'est pas quand même correctement staffé pour remplir un dossier et répondre à toutes les exigences, parce qu'elles sont parfois lourdes, mais c'est des budgets aussi souvent un peu importants. Voilà, il y a des lourdeurs administratives auxquelles quand même, voilà, pour lesquelles c'est vrai que ça peut rentrer dans la réflexion. Se lancer dans une réponse à un projet live, il faut quand même voilà, ou être accompagné ou être bien staffé, quoi. C'est rare d'avoir le luxe de se dire je prends tel bailleur et pas tel autre. En général, c'est la cerise sur le gâteau de savoir, voilà, d'avoir des procédures ergonomiques avec le quotidien de la gestion du projet ou pas. Merci. Mais je pense que c'est bien en tant que petite structure justement de pas non plus se lancer dans un horizon, enfin dans un H2020 ou dans un méga projet tout de suite. C'est peut-être bien de commencer petit et de se structurer, de se professionnaliser, enfin soi-même, mais aussi sa structure, parce que encore une fois, on n'est pas seul. Faut aussi passer des messages sur ces enjeux de structuration, de reporting de projet en interne aux différents services. Et voilà, commencer avec un petit bailleur. C'est déjà mieux que d'emblée toucher le gros bailleur, même s'il apporte beaucoup plus de financement à la fin, voilà, mais avec un fort risque que tout le sol ne soit pas versé à l'issue du projet. C'est toujours un dialogue à avoir en fait avec les bailleurs, avec les différents bailleurs. Donc, il faut demander comment sont accompagnés les porteurs de projets dans la mise en œuvre. Ponctuellement, il y a certains programmes qui peuvent dédier localement ou même sur des projets européens des équipes qui accompagnent un peu plus au pas à pas. C'était le cas pour le Fonds social européen, il fut un temps, ça a été le cas de BEST sur certains appels à projets. Donc, il ne faut pas hésiter à poser la question à différents bailleurs de fonds avec qui il faut maintenir un dialogue et demander quelles sont les méthodes d'accompagnement des porteurs de projets. Et puis ça peut être, je rebondis un peu là-dessus pour dire que ça peut être aussi intéressant de se renseigner auprès d'autres bénéficiaires qui eux-mêmes ont bénéficié de fonds des bailleurs pour savoir comment ils ont vécu par expérience des subventions. Est-ce que ça a été compliqué pour eux de rapporter? Est-ce que ça a été compliqué pour eux de justifier? Parce qu'il n'y a rien de mieux que finalement l'expérience des personnes voilà, qui ont pu tester des bailleurs, je trouve. Merci. Alors, Ursula Bénédicte qui nous pose deux questions. Je voudrais répondre rapidement, je regarde le timing en même temps. Qui nous dit comment faut-il préparer spécifiquement un contrôle sur le terrain par un bailleur de fonds? Est-ce qu'il faut envoyer des états de réalisation du projet du bailleur en dehors des périodes classiques de reporting? Voilà, et la troisième question, on la posera après. Déjà, ces deux premières questions, préparer un contrôle sur le terrain et faut-il envoyer des justifications en dehors des périodes de reporting? Moi, je peux essayer de me lancer. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un contrôle un peu tout le temps, parce que comme ça permet d'anticiper le fait que le contrôle peut arriver à n'importe quel moment. Alors, il faut peut-être séparer la partie contrôle de la partie suivi. Moi, je fais quand même une différence entre les deux processus, parce que le suivi, c'est quelque part, encore une fois, on est dans une relation de partenaire. Enfin, je parle pour moi, en tout cas, avec le PPI, on est dans une relation de partenaire. Donc, on va visiter les partenaires sur le terrain, on fait du suivi, donc on rencontre les personnes, qui sont impliqués dans le projet. On va sur le terrain, on regarde un petit peu comment ont été mises en place les activités. Et puis la partie contrôle, c'est plutôt la partie, je dirais, évaluation, qui peut être à la fois une évaluation technique ou une évaluation financière. Hein, ça peut être un audit financier. Donc, je pense que ces moments de suivi des projets sont importants et qu'il faut capitaliser dessus lorsque vous avez des bailleurs qui viennent vous rencontrer, pour que vous puissiez ensuite être un petit peu plus armé, outillé, lorsque vous aurez la partie plus contrôle, évaluation, qui peut être un petit peu plus douloureux. Mais je pense que ces phases de suivi, elles sont vraiment très importantes et c'est pour ça que nous, on essaye de faire du suivi de terrain. C'est pas toujours possible. En temps de Covid, ça a été un petit peu compliqué, mais on a essayé de le faire à distance quand même avec les partenaires et voilà, il faut essayer de se préparer avec, quand c'est possible, en tout cas, un suivi de projet qui est, je pense, très important, quoi. Merci Nicolas. Une dernière réaction, Laurent, Feigna ou Céline? Laurent? Non, non, ça voulait dire non. Moi aussi, je peux compléter. Je dirais que
Pour un contrôle sur le terrain, une visite sur le terrain, je reprendrai les dernières slides de Céline qui dit de tout bien vérifier en termes de visibilité de tous les bailleurs de fonds, voilà, que tous les logos sont bien, qu'est-ce qu'on veut valoriser dans son action en lien avec les objectifs qui sont prévus et les étapes où on doit être au moment de la visite. Si on est à mi-parcours, pouvoir apporter des justifications si on est en avance par rapport à ces actions ou s'il y a certains retards dans certaines actions ou de l'avance ailleurs. Enfin, en tout cas, pouvoir faire un point d'étape aussi à l'oral. C'est normal de ne pas être dans la vie du projet en linéaire par rapport à ce qui est sur le papier. Ce qu'on demande aux porteurs de projet, c'est de pouvoir le justifier. Et après, je dirais moi je dirais non, il ne faut pas envoyer des pièces à tout va à vos bailleurs de fonds. Il y a un calendrier de reporting, donc il faut se fixer à ce calendrier-là parce qu'un bailleur gère dans son enveloppe plusieurs projets, donc il pourra être réactif en cas de besoin et d'accompagnement, mais pas nécessairement pour valider des pièces à tout va parce que c'est aussi une tâche ingrate à tous les niveaux. Par contre, en fonction de la fréquence de reporting qui est prévue dans le contrat de financement, il convient d'anticiper. Parfois, c'est des reportings semestriels, ce qui est une bonne fréquence déjà. Mais si vous êtes sur un reporting annuel, une bonne pratique peut être de s'organiser et tous les 4 mois ou voilà 3 fois dans l'année d'avancer son reporting, de consacrer du temps à réunir les justificatifs, à préparer ce reporting de façon régulière dans l'année. Comme ça, s'il y a une visite, on peut aussi présenter le classeur dédié aux dépenses et ça met toujours, à confirmer, mais en bonne disposition lorsque la première impression est plutôt bonne, que c'est bien suivi, c'est bien organisé, bien géré, les choses sont faciles à trouver lorsqu'on demande une pièce. On part sur un bon a priori. Donc voilà, faire régulièrement, préparer ces pièces justificatives régulièrement, 3 fois par an, tous les 4 mois par exemple. C'est pas la peine d'y passer du temps tous les mois parce qu'il faut consacrer de l'énergie à la mise en œuvre des actions. Parce que c'est des moments aussi où on a une vision sur comment on avance et on a aussi la satisfaction de ce qui est réalisé. Donc c'est aussi un moteur pour poursuivre ces efforts dans la mise en œuvre du projet. Merci beaucoup, Fénia. On a reçu entre-temps 2 nouvelles questions qu'on passera tout à l'heure. Ursula et Amel, ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas vos questions, on les posera dans la prochaine partie. Je propose qu'on poursuive le cadrage méthodologique et merci encore Fénia, Laurent et Nicolas. Je propose d'éteindre vos caméras, on va laisser Céline toute seule présenter cette nouvelle phase du projet pour revenir sur l'étape suivante qui est donc la pérennisation et la valorisation des résultats. Céline, à toi de jouer. C'est parti. Alors, donc on arrive donc à cette phase où on a perçu notre dernier versement. Donc là, on clôture le projet. Si tu peux me permettre, on a un problème de micro à ton niveau. Ça siffle beaucoup. Je vais changer de micro. Alors, dans ce cas, excusez-moi, j'en ai pour 30 secondes. Je ne vous propose pas de chanter pendant que Céline change son micro parce que ce serait pire que le sifflement qu'on entendait. C'est mieux. Oui, c'est parfait. Allez, super, les aléas du direct. Donc, on en est à la phase de la clôture de projet. On partage les derniers livrables aux partenaires, mais notamment les toutes dernières choses qui ont pu être validées à la fin du projet, ainsi que dans le cadre de projets de coopération, le gros rapport final qui est commun à tous les partenaires. On met à jour et on archive la documentation. Et on en profite pour faire également un bilan du projet en interne, parce que c'est important d'avoir un feedback au sein de son équipe, de tous les gens qui ont été mouillés de près ou de loin dans ce reporting de projet, que ce soit les administratifs, les financiers, les techniques, et avec les partenaires. Et ça nous permet d'identifier les leçons apprises, qu'elles soient positives ou négatives. À la clôture du projet, on met également en œuvre la stratégie de communication pour gérer et distiller le partage et le transfert de connaissances. Autrement dit, comment on commence à réfléchir pour travailler et promouvoir tous les enseignements du projet
Et si ça n'a pas déjà été fait au préalable, on mesure la satisfaction des parties prenantes. Donc, en gros, on travaille sur la durabilité et la pérennité du projet. La durabilité-pérennité, c'est la capacité des actions à se poursuivre au-delà du projet et à utiliser les résultats au terme de la période de financement. Donc, travailler sur cette durabilité-pérennité, évidemment, là encore, le maître mot, c'est d'anticiper. On n'attend pas la fin du projet pour se dire, bon, bah, comment maintenant j'exploite mes résultats. Donc, ce qui est préférable, c'est dès le démarrage du projet, de réfléchir à un plan de valorisation et d'exploitation qu'on va partager au sein de sa structure et dans le cadre de projets de coopération avec l'ensemble des partenaires du projet. Et ce plan d'action de valorisation, ça va permettre de recenser quels sont les différents types d'actions qu'on va mener entre des conférences de lancement, des communiqués de presse, des newsletters qu'on va vouloir sortir, de l'animation réseaux sociaux. Quels sont les moyens qu'on a à disposition? Est-ce qu'on a déjà des bases de contacts disponibles dans la structure? Est-ce qu'on a déjà des réseaux sociaux où on a de l'activité, on a des gens qui nous suivent? Comment organiser ces actions avec un calendrier pour justement planifier assez régulièrement ces actions de communication et de promotion, et quelles sont les ressources humaines et financières disponibles. Le gros enjeu, en fait, derrière tout ça, c'est vraiment de travailler à la notoriété du projet et à la notoriété du porteur. Avec ces plans de valorisation et d'exploitation, on assure la visibilité de l'organisation, mais pas uniquement, on assure aussi la visibilité du bailleur de fonds, de tous les partenaires. Donc, on reconnaît tout le travail qui a pu être mené, et ça permet d'avoir cette reconnaissance par des personnes extérieures au projet, par des acteurs du territoire avec qui jusqu'à présent, on ne travaille pas directement. Donc, ça permet de vraiment être source aussi d'inspiration avec d'autres projets qui pourraient être menés sur ce territoire ou avec un autre. Donc, travailler sur la notoriété du projet, c'est important, et travailler sur la notoriété de sa structure, c'est important également. Donc, au-delà du projet, un tout premier point, c'est de continuer à partager et exploiter les résultats ou les livrables. Est-ce qu'on a produit des guides méthodologiques, des guidelines? Est-ce qu'on a certaines approches qu'on pourrait potentiellement répliquer soit sur notre territoire ou même dans d'autres pays? On réfléchit ainsi à également chercher de nouveaux financements pour soit poursuivre ou pour faire évoluer les activités qu'on a pu mettre en place dans le cadre du projet. Et on maintient les liens avec ses partenaires. On peut également nouer des nouveaux partenariats, tout ça dans une perspective de développer, pourquoi pas, de nouveaux projets de coopération pour nous permettre de travailler ensemble ou avec d'autres partenaires. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui actuellement au Conservatoire du Littoral. On était partenaire d'un projet de coopération franco-italien, et on espère que dans les mois à venir, on va avoir un projet qui s'inscrit exactement dans la même continuité, qui va nous permettre de repartir avec le partenariat initial pour quelques mois encore et continuer à travailler sur les enjeux de développement durable des petites îles. Pour monter ce nouveau projet, l'idée, c'est de partir des fondations, donc des acquis et des enseignements du précédent projet, pour prolonger l'action. Alors, il faut aussi prendre en considération le fait que le projet il peut avoir eu une durée de plusieurs années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est important de quand même refaire un nouvel état des lieux. Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs pour le territoire qu'on considère? Est-ce qu'il y a même une nouvelle stratégie interne à notre propre structure? Est-ce que les enjeux ont évolué? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs du territoire qui ont émergé et qu'il serait bon d'associer dans une perspective de montage d'un nouveau projet? Et évidemment, les expériences personnelles, donc tout ce qu'on aura pu apprendre en termes de gestion, de suivi de projet, ça sera utile pour prolonger l'action et monter un nouveau projet ou demande de subvention. Et j'en ai fini là, et on attend donc vos questions dans le chat. Merci beaucoup Céline. Oui, alors, les questions, je propose à Fénia, Nicolas et Laurent de nous rejoindre de nouveau pour cette nouvelle partie. Merci. Donc, je lis en direct les nouvelles questions qu'on a reçues, puis je reformulerai les questions qu'on a eues aussi tout à l'heure. Intéressant, des questions un peu larges, mais je crois que c'est Saïda qui nous demande quelle est la durée idéale d'un projet. C'est presque philosophique.
D'après vous, est-ce qu'un projet doit durer 1 an, 6 mois, 15 ans? Et ça nous ramène à la définition de qu'est-ce qu'un projet. Félia, tu avais levé la main, il me semble. Un petit préalable, il faut adapter bien sûr le temps nécessaire à la mise en œuvre des projets, du cadre d'action, etc. Et surtout, prévoir un temps de démarrage, parce qu'on n'est jamais au taquet au premier jour des dépenses éligibles entre le contrat, la signature du contrat de financement, le recrutement des équipes, etc. Donc, prévoir largement 6 mois avant le jour J où on pense commencer les actions, parce qu'il y a toujours ce temps de préparation, et prévoir suffisamment de temps à la fin des actions pour le reporting. Donc, ajouter, moi je dirais plutôt 9 mois que 6 mois, voire plus, pour réunir les pièces, etc. Donc, il y a le temps de l'action sur lequel parfois on est peut-être un peu optimiste sur l'enchevêtrement des actions les unes par rapport aux autres et l'ensemble du plan d'action. Et du temps aussi pour les reportings, entre-temps, parce que c'est du temps où on n'est pas en train de mettre en œuvre des actions, donc c'est des temps de latence. Et se dire qu'à ce moment-là, cette période-là, on ne fera pas autre chose, on fera du reporting et il faut décaler les actions, sauf il y a des impératifs pour des campagnes de connaissances qui dépendent des conditions météo. Donc, c'est au cas par cas. Des impératifs climatiques, et voilà, des impératifs liés à la saison, etc. Alors, pour compléter la question de Saïda qui nous dit, est-ce qu'un projet peut dépasser une durée de plus de 3 ans? Oui, il y a des bailleurs qui soutiennent des projets pour plus de 3 ans, il y en a qui vont jusqu'à 5, 6, je ne connais pas de plus que 6 ans, ça doit peut-être exister. Puis il y a des bailleurs qui sont prêts à financer des coûts récurrents. C'est le cas par exemple du Medfund en Méditerranée, qui est un fonds fiduciaire qui finance pour du fonctionnement pour la gestion des aires marines protégées de Méditerranée pendant 5 ans, renouvelables. Voilà. À partir du moment où vous avez une première convention de 5 ans, il y a quand même, sauf erreur majeure de votre part, la possibilité d'un renouvellement. Et donc là, effectivement, ça nous fait des projets qui sont bien plus longs, mais là, on est sur du fonctionnement. Alors, Amel qui nous dit, est-ce qu'au cours d'un projet, est-ce qu'on peut faire évoluer ses engagements? Est-ce que si on découvre que des nouvelles actions sont à mettre en œuvre, etc. Et donc tout ça, quel est l'impact de ces évolutions-là sur le reporting? Voilà, si on a fait évoluer par rapport au projet parce que le contexte a évolué ou qu'on a découvert qu'il y avait des actions qui étaient plus pertinentes à mener. Céline et puis Nicolas. En tout cas, il ne faut pas attendre la fin du projet pour se rendre compte qu'on a évolué par rapport au projet initial. Comme on l'a dit dans les précédents web ateliers, s'il y a une évolution à faire parce qu'il y a un changement de contexte, ce sont des choses qui peuvent arriver, notamment sur des projets qui sont longs. Donc, c'est important de immédiatement prévenir le bailleur et de se lancer dans ce qu'on appelle les procédures d'avenant. En tout cas, il ne faut pas attendre le reporting pour dire au bailleur « et au fait, je me suis permis de faire évoluer les actions parce que je pensais que… » Le bailleur ne va pas du tout être content. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout imaginer. Et il faut avertir le bailleur auparavant, avant de prendre une quelconque décision. Et dans ces cas-là, une fois que l'avenant sera fait, le reporting sera établi sur la base du projet évolué, on va dire. Nicolas ? Oui, un peu dans le même sens, évidemment, faut anticiper tous ces changements. Un bailleur, c'est quelqu'un, en fait, donc il est tout à fait capable de comprendre que le contexte a évolué, que la situation n'est plus la même, mais pour ça, il faut prendre le temps de bien lui expliquer en amont, et puis après, ça demande des réorientations des projets que nous, par exemple, et que la plupart des bailleurs de fonds aussi, c'est de faire un avenant à la convention, tout simplement, qui va permettre de montrer l'évolution du projet, de l'inscrire dans un document. Et des avenants, on peut en faire autant qu'on veut. Je veux dire, à partir du moment où ça a du sens et c'est pertinent de faire évoluer le projet et qu'on le justifie au bailleur, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir du coup proposer des évolutions plutôt que d'aller droit dans le mur en disant ma convention m'a demandé de faire ça, et finalement c'est pas du tout l'action adaptée, parce qu'encore une fois le contexte il change énormément, et d'autant plus dans des projets d'environnement où voilà, on est soumis à des fortes contraintes de toutes parts, et où on n'a pas forcément toute la connaissance des enjeux avant même de démarrer les projets. En général, les diagnostics, on va dire, qui nous permettent de faire des projets, ils sont toujours incomplets. Donc, il faut partir de là aussi. Et encore une fois, ne pas hésiter à le dire et à l'anticiper. Laurent, tu voulais compléter peut-être? Non.
Alors, une remarque de Majda qui nous dit effectivement, il faut vraiment anticiper et intégrer le démarrage des projets, qui est une phase qui est très souvent sous-estimée, mais qu'on sous-estime parfois volontairement, parce que c'est quand même difficile de dire à un bailleur, oui, on va faire un super projet, donnez-nous de l'argent, et puis pendant la première année, on va refaire du diagnostic, on va demander les autorisations, on va faire ça et ça, etc. Donc oui, c'est parfois difficile de l'assumer dans un projet parce que c'est pas toujours très sexy l'idée d'un bailleur de faire ça. Il faut largement estimer cette période préalable aux actions concrètes où on a besoin effectivement de tisser du lien, de prouver qu'on va faire des choses et puis d'obtenir les autorisations administratives, les actions, le foncier, etc. Voilà, c'était pour aller dans le même sens de la remarque de Fenia. Taos qui nous dit effectivement l'importance de bien travailler sur les erreurs qu'on a commises et de manière à éviter de les refaire dans le même projet ou dans un projet suivant. Et une question aussi de Taos qui nous dit, et là je vais la poser à Laurent, est-ce que l'évaluation est vraiment nécessaire? Ah, bonne question. En tout cas, l'évaluation vise à être utile. Nécessaire, c'est au bailleur d'en décider, parce que c'est lui qui décide si il faut des évaluations, parce que parfois sur des gros projets, il est prévu des évaluations intermédiaires. Et le but de l'évaluation, c'est pas d'embêter le monde, c'est de participer à, quand elle est intermédiaire, par exemple, quelque part, ça oblige les acteurs, l'équipe à faire un point un peu précis de où on en est, où on va, et pour corriger le tir quand c'est nécessaire pour adapter le projet. Et en fin de projet, c'est pas seulement une notion de contrôle même financier, même technique. Le but, encore une fois, est d'avoir un jugement sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ou moins bien marché, et puis de savoir si on a atteint plus ou moins partiellement ou complètement les choses pour améliorer quand le projet n'est pas fini et pour en tirer des leçons pour une éventuellement suite du projet ou les prochains projets de ce porteur ou les prochains projets que financera le financeur. Donc le but de tout ça, c'est d'améliorer le dispositif. Après, encore une fois, est-ce que c'est obligé? Ben, non, dans l'absolu, c'est pas obligé. Mais les financeurs aiment bien quand même avoir un retour d'expérience sur les financements qu'ils ont apportés et puis savoir si ça a vraiment atteint les objectifs qui s'étaient donnés. C'est important pour les bailleurs de mesurer l'efficacité de leur financement. Fénie, avant de te donner la parole, je rajoute un petit commentaire de Alain qui va un peu plus loin de ce qu'a dit Laurent sur l'évaluation, et c'est aussi le moyen pour l'opérateur de savoir où il en est, mais aussi de souder l'équipe, voilà, de créer une cohérence de manière à ce que chacun se rende compte que, effectivement, en termes de diffusion, de découpage des responsabilités et de cohérence du collectif pour avancer, voilà, par rapport aux enjeux de l'équipe, c'est très important. Félia, oui, je te redonne la parole, tu voulais compléter. Oui, merci. En fait, j'enfoncerai le clou sur la remarque d'Alain. Alors, au-delà, effectivement, de ce moment de cohésion de l'équipe, et puis c'est voilà la satisfaction de voir qu'on avance, qu'on construit des choses, qu'on a une base solide qui se met en place. C'est aussi une question de pilotage, de ne pas attendre le reporting final ou l'évaluation finale. Un pilotage pour se dire finalement on a fait des économies parce que les frais de déplacement étaient moins onéreux que l'enveloppe qu'on avait estimée un peu plus large au départ, et du coup je veux avoir un peu plus d'impact sur ma conférence finale, ça va me permettre d'inviter un tel expert ou d'inviter plus de gestionnaires, avoir une plus grande participation, et c'est pour ça que faut pas attendre le reporting final, qu'il faut évaluer son projet aussi bien sur le plan technique que financier tout au long de la mise en œuvre à des moments précis, stratégiques.
Merci. Nicolas, tout à l'heure, on a parlé précédemment de stratégie de communication. Il faut qu'un projet, à la fin, ait une stratégie de communication, soit formelle, soit informelle, mais en tout cas, sache comment, en fin de projet, il va falloir diffuser l'information, les informations générales sur les réussites principales du projet. Est-ce que vous, au sein de l'UICN, dans le cadre des PPI, vous avez ce niveau d'exigence? Est-ce que c'est quelque chose que vous poussez, ces problématiques de communication de projet? Est-ce que c'est quelque chose que vous appuyez? Alors, on essaye de le faire, mais peut-être pas de manière suffisante. Je pense qu'on a une marge d'amélioration et de progrès aussi là-dessus, dans la mesure où je pense qu'il y a pas mal de nos partenaires bénéficiaires qui sont aujourd'hui pas forcément très conscients de la nécessité de communiquer sur leurs résultats. Ça veut dire qu'en amont, il faut qu'on les accompagne aussi sur des plans de communication. Et un plan de communication, ça veut dire définir avec elles ce que sont que leurs cibles de communication, comment elles vont pouvoir diffuser leurs résultats de manière pédagogique, à travers des photos, des vidéos, des visuels. Et là-dessus, on travaille voilà, un petit peu avec nos partenaires, mais je pense qu'on a vraiment un cran supplémentaire là-dessus parce qu'en fait, la communication, c'est fondamental, c'est important et on a tendance à le négliger un peu. Je parle pour moi en tant que UICN, mais aussi, je pense, les bénéficiaires, parce que derrière, finalement, c'est ce qui va nous permettre d'aller pourquoi pas rechercher d'autres bailleurs, donc trouver des fonds et puis donner, justement, on parle de pérenniser les projets, donc donner la suite au projet, communiquer sur les résultats, ça nous permet voilà, d'aller chercher aussi d'autres partenaires, pas forcément des bailleurs, d'ailleurs aussi des partenaires techniques. Donc on a vraiment une marge de progrès à faire là-dessus. Je pense que c'est assez souvent négligé, c'est toujours un peu fait dans l'urgence, la com, alors qu'en fait, c'est important aussi de l'anticiper pour pouvoir prendre au dernier moment et pouvoir communiquer de manière, voilà, de la bonne manière parce que c'est fondamental et ça permet voilà, de donner une pérennité au projet. Donc à progresser là-dessus, je pense. Laurent? Oui, juste une petite chose, c'est ton emploi, Nicolas, du terme anticipé, encore une fois, qui me fait penser à plus largement sur ces questions de clôture et de pérennisation. On a dit il faut bien sûr, comme le suivi, pas attendre la fin pour prévoir les choses. Je suppose que c'est au début, ça doit être dans la partie conception du projet, dans le guide, mais redire qu'il est important que ces notions de livrables ou de voilà, modalités de finalisation et de dispositifs mis en place pour la pérennité soit inclus dès le début même de la conception du projet et que ça soit dans sa voilà c'est ça dans sa conception initiale et pas seulement à anticiper avant la fin quoi. C'est quelque chose qui doit être réfléchi dès l'origine du projet et parce que de plus en plus attendu aussi par les bailleurs. Est-ce qu'il y a des problèmes justement de cette valorisation de fin de projet? C'est pas que justement il y a une fin de projet et que le chef de projet, le responsable de communication, les chargés de mission, etc., arrêtent d'être financés dans le cadre du projet. Donc soit quittent la structure et partent ailleurs, soit sont embauchés sur un autre projet au sein de la structure, et que du coup, le jour où leur salaire n'est plus lié à un projet, communiquer et valoriser le projet, ça s'arrête en même temps. Est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, c'est risque. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle d'anticipation et que, comme le disait aussi tout à l'heure Céline, pour les conditions de suivi et de contrôle, que tout disparaisse pas avec l'arrêt du salaire de l'animateur principal du projet et que les choses soient lancées pour que derrière le projet puisse, enfin le projet ou les actions qui ont été réalisées puissent continuer à vivre, etc. quoi. Ou que le projet est une suite, si il nécessite et voilà, que ce soit utile. Merci. Fénia, j'ai une question sur la diffusion des livrables. Comment on fait dans un projet, justement, le jour où il s'est arrêté, on a reçu finalement les X milliers de flyers, les X milliers de livres blancs, les X milliers de leçons, de guidelines, etc. On en fait quoi puisque le projet s'arrête?
on n'a plus de financement. Comment ça marche pour le diffuser? Alors, on ne met pas tout ça dans la benne à recyclage, hein. Alors là sur la communication, on est une fois de plus sur une casquette qu'on demande à des porteurs de projets qui ont habituellement vont être des spécialistes, des bons techniciens ingénieurs dans leur domaine. Après, ils vont avoir une équipe plus ou moins, enfin la capacité d'être entouré d'une équipe plus ou moins experte sur les différents volets de ce qui implique la mise en œuvre d'un projet, la gestion d'un projet et sa communication. Et je dirais que les projets au XXIe siècle ont une dimension de communication qui est tout autre de ce qu'on peut s'imaginer. Enfin, de ce qu'on peut s'imaginer, il y a une accélération des réseaux sociaux, des moyens de communication qui sont aussi très chronophages et qui nécessitent des compétences spéciales. Alors, que faisons-nous nos livrables? Pour revenir à la question, c'est un peu les questions fondamentales lorsqu'on veut définir la stratégie de communication du projet qui est une stratégie donc qui n'est pas seulement pour communiquer, afficher, mais c'est aussi pour être efficace dans son action. Donc c'est quel est le public cible et qu'est-ce que je veux lui transmettre? Donc, à partir du moment où on a défini les acteurs, les publics qu'on veut toucher, pour qui on crée tous ces livrables, et c'est pas pour qu'ils soient beaux sur l'étagère, mais jusqu'où voulons-nous, enfin, quels sont les publics qui doivent tenir entre les mains ces livrables-là ou les avoir sur leurs écrans. C'est se dire aussi qu'il ne suffit pas de dire ils sont disponibles sur ma page web, sur mon site internet. Ça veut dire, aux acteurs qu'on veut toucher, ça ne leur dit pas qu'ils ne savent pas forcément que c'est disponible. Donc, il faut trouver le moyen de diffuser cette information, de les faire parvenir jusqu'à eux. Et aussi s'inscrire autant que possible dans les réseaux existants, inscrire ces initiatives, ces projets naissants dans les réseaux existants qui sont des caisses de résonance et qui démultiplient l'impact de diffusion. Et après, alors selon la genèse des projets, bon, effectivement, la plupart des organisations, même dans les organisations publiques comme la mienne, les financements permettent d'avoir des équipes dédiées qui sont là le temps du projet. Néanmoins, nous, on a eu quelques projets qu'on a fait avec des partenariats associatifs qui menaient des actions pilotes qu'on voulait capitaliser à l'échelle de territoires plus vastes et qui ont abouti à des sortes d'observatoires. Donc, à l'issue du projet, on n'a pas, bien sûr, la même intensité d'échanges, d'événements, d'ateliers, de communication. Par contre, il y a ces liens qui se sont tissés de mise en réseau et qui permettent soit, je ne sais pas, d'avoir un groupe WhatsApp ou un groupe où on échange des infos, on prend des photos de ce qu'on a vu sur le terrain, on les partage avec la liste de contacts qu'on a eu par les partenaires et des personnes qu'on a touchées pendant le projet. Ça permet de continuer à communiquer, à diffuser des livrables ou à avoir une sorte d'observatoire avec des associations qui ont pu se consolider à travers le projet et qui permettent de continuer à alimenter une fréquence moins dense, mais quand même de poursuivre en fait en quelque sorte ce qui s'est mis en place. Ne t'entends pas. Je remets mon micro. Désolé, il y avait du bruit derrière moi. Donc, oui, un petit ajout par rapport à ça. J'ai eu l'occasion d'accompagner de nombreux projets un peu partout. Et chez nombreux porteurs de projets, je me suis retrouvé à découvrir des pièces entières remplies de guides, de leaflets, de leçons, etc., qui n'ont jamais été diffusées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, grâce au virtuel, grâce aux réseaux sociaux, etc., je pense qu'il faut faire plus attention à ce qu'on va produire en termes de papier, être sûr que c'est du papier qu'on va réellement utiliser et c'est pas juste pour faire plaisir aux bailleurs qu'on a imprimé les 5000 livres sur des leçons, ou, voilà, mais être sûr qu'on va bien les diffuser. Et sinon, passer au virtuel et au dématérialisé, c'est quand même beaucoup plus efficace et ça circule encore bien plus vite sur les réseaux sociaux. Et quelque part, si je peux rajouter quelque chose, prévoir la stratégie de diffusion comme faisant partie du livrable et pas seulement le livrable qui soit pris à la fin et que on s'interroge sur quand est-ce qu'on envoie ça à qui, etc. Mais que dans la préparation même de ces livrables,
on anticipe à qui et comment on va diffuser ces docs, quoi. Et essayez peut-être, si je peux rajouter aussi quelque chose, essayez de faire en sorte que les livrables soient pas et pas une date de péremption trop rapprochée. C'est-à-dire que quand on fait des livrables, quand on met des capitalisations avec des dates, par exemple, on sait que 5 ans après, la date est un peu moins bonne, alors que peut-être que la capitalisation est toujours valable. Avoir en tête que des livrables, ils peuvent avoir une durée de vie qui va au-delà du projet. Et donc voilà, essayer de faire en sorte que on soit quand même en capacité de diffuser ces livrables longtemps après, quoi. Alors, une question de notre ami Faisal qui nous écrit de Kerkena, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire réellement capitaliser un projet? Donc là aussi, on revient sur des enjeux de définition, parce que capitaliser un projet, c'est des choses qu'on voit souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les réalités qu'on met derrière ce mot-là? Laurent. Alors, moi, je veux bien donner mon interprétation. Moi, ce que j'entends par capitalisation, souvent, c'est une compilation d'expériences et souvent, on fait de la capitalisation, c'est plutôt de la méta-évaluation, c'est-à-dire on utilise plusieurs évaluations de projets concernant un même sujet qui permet de capitaliser sur toute une série d'expériences. Bon, c'est une définition qu'on peut en donner. Et sinon, c'est que au-delà de l'évaluation même, justement, c'est les leçons qu'on peut en tirer et qu'on peut partager aux autres quelque part de façon à faire bénéficier à d'autres de l'expérience de ce ou de ces projets. Voilà. Est-ce que Nicolas ou Fénia, vous voulez rajouter quelque chose sur ce Peut-être point si je peux compléter, effectivement, pour moi, capitaliser, c'est aussi le comment on a fait, quoi. Comment on a fait les choses, quelle a été j'allais dire, la méthode qui nous a amené à arriver à ces résultats, et pas forcément sous des angles, pas toujours en tout cas, sous des angles de résultats avec des indicateurs, etc., mais sur les aspects, encore une fois, presque humains et comment on est arrivé à tout ça. Donc capitaliser, ça peut aussi être sur des résultats concrets et sur des indicateurs, bien sûr, mais c'est complémentaire en tout cas de la partie évaluation, qui pour moi est vraiment quelque chose de standardisé. La capitalisation, elle peut prendre plein de formes et de formats différents. Par exemple, nous, on a fait une capitalisation qui est une capitalisation vidéo, c'est-à-dire qu'on est allé prendre des témoignages des acteurs sur le terrain, on leur a demandé quelle avait été leur expérience du PPI, comment ils avaient vécu cette expérience d'un point de vue organisation et d'un point de vue humain. Donc, on a pu faire cette capitalisation sous un format vidéo, qui est une petite vidéo de 15 minutes, qui est, voilà, pour nous, un espèce de condensé de 15 ans d'expérience avec les organisations. Qu'est-ce qu'il en ressort et quel est leur témoignage? Donc, je pense qu'il y a plein de capitalisations différentes. En fait, il faut être un peu créatif par rapport à ça, quoi. Merci beaucoup. Je vous propose, alors effectivement, Alain nous donne sa définition aussi de la capitalisation, qui est tout ce que tu gardes du précédent projet avant de passer au suivant. Voilà. Et j'ai quelqu'un Rabi, qui nous dit les PPI OSCAN, donc c'est les PPI, l'équivalent de ce que Nicolas pilote, mais OSCAN, c'est la Société civile de Méditerranée, d'Afrique du Nord. Il nous dit le PPI OSCAN est une expérience riche en événements et effectivement, donc je pense riche aussi en enseignement. Merci Rabi. Je vous propose qu'on passe à la prochaine étape qui est donc la checklist où on va revenir sur les points clés de ce qu'on a dit aujourd'hui. Et ensuite, on passera quelques minutes sur le forum où on posera à ceux qui veulent prendre la parole quelques minutes pour témoigner ou rajouter un point ou poser une dernière question, d'intervenir à ce moment-là. Donc là, je vous propose de passer à la checklist dès que j'aurai fermé toutes les fenêtres qu'il y a sur mon ordinateur. Tac, on va y arriver. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui. Le maître mot, je crois que vous l'aurez tous compris, c'est j'anticipe. Je fais du reporting au fil de l'eau. Voilà, je pense que c'est vraiment les mots les plus importants de ce qu'on aura retenu aujourd'hui, de manière à gagner en efficacité. J'aurais dit, j'ai un rapport technique clair et structuré et conforme aux attentes du bailleur. Là, le mot-clé dans cette phrase, c'est conforme aux attentes du bailleur. Chaque bailleur a ses propres exigences. Ben, il faut s'y plier.
Je vérifie que les livrables sont conformes aux règles de communication, s'il y a les numéros de projet, s'il y a les logos des différents bailleurs, etc. Veillez à ça. Les commissions, les projets sur financement européen sont extrêmement attentifs à ce genre de détails. Je synthétise dans un tableau toutes les dépenses, financement du bailleur et les cofinancements en garantissant leur traçabilité. On ne marque pas juste n'importe quoi pour faire plaisir, mais il faut être sûr que derrière, on a bien tous les éléments qui correspondent. J'envoie tout. Oula, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez où on en est. Moi, j'ai un petit problème, un petit bug sur mon ordinateur. J'en suis désolé. Voilà, je repasse au point suivant. J'envoie tous les rapports et pièces annexes administratives, techniques et financières de manière structurée, coordonnée, organisée aux bailleurs en temps et en heure. Ça, c'est important de montrer qu'on respecte les délais. C'est le maître mot d'un chef de projet. J'archive tous les éléments transmis et je reste prête et disponible pour me préparer à un contrôle qui peut arriver quelques jours, quelques semaines, quelques années après la fin du projet. Et donc, il faut être prêt au cas où l'équipe de projet n'est plus en place à laisser quelque chose de propre et de compréhensible par l'équipe suivante. Alors, pérenniser et valoriser les résultats d'un projet. Eh bien, on n'attend pas la fin d'un projet pour travailler sur la pérennisation, comme on l'a dit. On le fait dès l'amont. On travaille sur une stratégie de valorisation, stratégie de communication, qui peut être aussi, comme le disait Laurent, considérée comme un livrable en tant que tel. Je continue à partager et exploiter les résultats et les livrables, les guidelines, l'approche méthodo, bien au-delà du projet. Là, c'est l'enjeu de la structure, non pas l'enjeu du projet qui doit prendre le relais. Je recherche de nouveaux financements pour rebondir, pour poursuivre la dynamique qui a été créée sur le territoire. Je maintiens le lien avec les partenaires pour développer de nouveaux partenariats, y compris avec des nouveaux partenaires qui auront pu émerger pendant un projet, et de ceci dans une perspective de montage d'un nouveau projet de coopération, parce que quand on a prouvé qu'on était bon, qu'on était efficace, qu'on savait faire du bon reporting, qu'on rendait des actions, des opérations claires, qu'on crée une dynamique de territoire, une bonne gouvernance, etc., eh ben, les bailleurs de fonds le savent et sont prêts à vous accompagner de nouveau. Et si ce n'est pas le même bailleur, ça se sait entre les bailleurs, c'est important. Et je me sers au final des enseignements positifs et négatifs du projet, des expériences personnelles qu'on a réussi à construire pour préparer un nouveau projet et repartir vers une nouvelle aventure. Donc, on va passer à la dernière phase que la classique que vous connaissez, qui est la phase forum. Donc là, vous voyez sur le côté, il y a une petite main dessinée avec une petite flèche verte. Si vous voulez prendre la parole, si vous voulez parler, ben c'est là que vous appuyez. Nous, on vous débloque vos micros depuis la salle de réalisation. Et une fois que c'est débloqué, vous pouvez intervenir pour partager votre expérience ou poser la question à nos intervenants du jour, Fénia, Céline, Laurent et Nicolas. Donc, à vous la parole si vous la demandez, si vous la souhaitez. Et sinon, on va proposer à chacun des intervenants un petit mot de conclusion. Je vous laisse encore quelques petites minutes si vous voulez intervenir et parler. Si vous avez eu suffisamment d'éléments et de réponses à vos questionnements que vous aviez en amont, tant mieux. Je regarde une dernière fois dans la boîte à questions si jamais il y a des nouveaux éléments. Emeline qui me demande, faut-il envoyer un message afin de récupérer le certificat de participation à la fin de l'atelier? Oui, tout à fait. Il va falloir nous envoyer un message pour nous dire que vous êtes intéressé par un certificat de participation et on vous l'enverra. On m'informe qu'il y a une main levée. Oui, Taous Moulay qui veut intervenir et donc je vous passe la parole. Donc là, nous avons débloquer le son de notre côté. Donc, c'est à vous, Taous, d'ouvrir le micro chez vous et puis vous pourrez poser votre question. Donc, à vous de débloquer votre micro. De notre côté, c'est fait. Donc, il y a un petit micro dessiné en haut sur le côté. Il faut vous appuyer dessus et après, vous aurez la parole. Ça n'a pas l'air de fonctionner, Taous.
Dernier essai, est-ce que vous voulez libérer votre micro? C'est à vous de l'ouvrir. Sinon, n'hésitez pas à poser la question dans le chat et on pourra la relayer à l'oral si vous avez des difficultés à ouvrir le micro. D'ici là, effectivement, oui, Taos qui nous dit qu'il y a un problème technique. Je continue donc à lire les idées des différentes autres questions. On nous demande si nous avons travaillé sur des projets à l'OCIMA. Oui, je vous confirme, nous sommes allés au Parc national de l'OCIMA à plusieurs reprises sur les sujets de l'observatoire. Majda dit qu'elle ne m'entend pas bien. Je suis désolé, j'espère que les autres m'entendent. C'est pas qu'un problème de mon micro. Et Dominique nous dit un témoignage. Dans une collectivité, le temps d'un projet, surtout avec des partenaires ou bailleurs, est rarement raccord avec le temps politique, le temps des usagers, des associations et des citoyens. Effectivement, mettre tous ces temps différents en cohérence, ce n'est pas simple. Et ben, oui, merci Dominique pour ce témoignage. On est bien d'accord et c'est pour ça qu'il faut essayer de porter des projets en début de mandat de manière à leur laisser le temps d'être financés et puis mis en œuvre. Et puis que les résultats soient vus avant la fin du mandat, parce qu'effectivement, en tout cas, les politiques sont très sensibles à ce que les résultats soient visibles avant la fin de leur mandat. Merci à toutes et à tous. Je vais laisser un dernier mot à Fémia, Céline, Laurent et Nicolas. Abdoul, bonjour Abdoul, puisque nous étions ensemble il n'y a pas très longtemps. Abdoul qui nous demande si on peut avoir des outils de suivi et d'évaluation de projet et des supports de capitalisation de projet. Est-ce que vous en avez, vous, Fénia, Nicolas ou Laurent, qui seront particulièrement pertinents et qu'on pourrait communiquer et qu'on transmettrait à nos amis lorsqu'on valorisera nous aussi la fin de ce webinaire. On vous laisse y réfléchir. Si vous avez des outils et que vous voulez nous passer, on sera preneur des outils de capitalisation, des outils de valorisation et de dire voilà comment valoriser tout ça. On les diffusera. Moi, j'ai pas d'outils presse-bouton, mais je serais heureuse de partager le document de valorisation et de communication du live pêche à pied de loisirs, qui était un projet sur les façades maritimes françaises, Atlantique et Manche-Mer du Nord, qui justement donne des exemples des actions de communication envisagées à l'issue du projet. Et donc, je peux vous le transmettre pour que vous puissiez le diffuser aux participants avec plaisir. Super, merci beaucoup. Et nous, au PPI, on vient de sortir justement un outil de capitalisation croisé des deux PPI. Tu as parlé tout à l'heure du PPI OSCAN pour l'Afrique du Nord et donc le PPI Afrique subsaharienne. Donc, il y a un document synthétique qui fait vraiment une brochure qui doit faire 8 pages et qui accompagne la capitalisation vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on a sorti justement à l'occasion du congrès mondial de l'UICN à Marseille, qui est disponible sur notre site, donc programmeppi.org à la rubrique actualité, mais je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez. Super, merci beaucoup Céline va relayer ça. Je vois qu'on a une main levée et un micro ouvert. Une question qui nous arrive de Kerkena. Si vous voulez poser cette question, cher ami, je vous en prie. Faisal ou Morsi, je ne sais pas qui est derrière le micro, mais si vous voulez poser la question, je vous en prie, votre micro est ouvert et on vous entend. Alors, on a un nouveau problème technique, je suis vraiment désolé, ça ne fonctionne pas, on ne vous entend pas. Une dernière question qui arrive et puis après on passera au mot de conclusion. C'est Richlin ou Richlin, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce votre prénom. Comment fait-on, très concret, pour le reporting, là Céline va se régaler de répondre à ça, quand on a des factures qui sont cofinancées? Alors, tout simplement, nous, ça peut nous arriver d'avoir des factures où il y a une partie de la prestation qu'on va faire payer sur un projet et une partie sur un autre. Nous, c'est vrai que par les systèmes de code analytique qu'on indique sur la facture en elle-même, ça nous permet de répartir une certaine somme sur un
un crédit projet et une certaine somme sur un autre. C'est ensuite intégré dans notre comptabilité interne au Conservatoire du Littoral, et donc ça nous permet à la fin de ressortir de ressortir tout l'état des dépenses avec les financeurs, les cofinanceurs. Merci. Fénia, je te voyais hocher la tête. Tu pratiques de la même manière sur ce type de facturation à double bailleur? Oui, bien sûr, la compta analytique est une clé pour les suivis de projets, en tout cas ceux qui doivent suivre plusieurs projets en parallèle. Il fut un temps, enfin ça fait déjà un petit bout de temps, mais dans certains pays européens, comme par contre, il est interdit d'avoir un double cofinancement européen sur une même action. On peut pas avoir deux programmes finançant ensemble. Et donc, il y avait certains programmes qui exigeaient qu'il y ait un tampon qui soit mis sur la facture pour bien identifier que cette facture a été déclarée dans tel projet. Je crois que c'est le cas des programmes LIFE, d'ailleurs, il faut que ce soit bien identifié. Ce qui n'empêche pas pour autant qu'il y ait d'autres bailleurs qui cofinancent la partie restante, puisque ce n'est pas pris en charge à 100%. Donc, ce n'est pas problématique en soi d'avoir une facture multi-bailleur. Il faut bien gérer et pister les montants qu'on déclare aux uns aux autres. Alors, on va faire un dernier essai puisqu'il y a Najib qui, depuis l'Algérie, essaye de nous joindre. Et donc là, Najib, j'ai ouvert de mon côté ton micro et je te laisse de ton côté. Voilà, je vois que tu l'as ouvert. Donc, si on t'entend, ce serait super. Ça prouverait que notre système fonctionne. Najib, je te laisse la parole si tu peux intervenir. Ça n'a pas l'air de fonctionner à nouveau, un problème. Alors, je pense qu'effectivement, après 3 essais infructueux, ça doit venir de notre côté. Je suis vraiment confus. On a un problème technique au niveau de la plateforme GoToWebinar aujourd'hui. Najib, toutes mes excuses puisqu'on ne t'entend pas. Et donc, je vais faire enfin ce qu'on avait dit. Je vais donner à chacun le mot de la fin et Céline aura un mot après. Donc, honneur aux dames, Fénia, par rapport à ces périodes de reporting, de valorisation, de capitalisation et de fin de projet, qu'est-ce que tu voudrais passer comme message, toi, et leçon effectivement à retenir pour les gens qui ont participé aujourd'hui? Eh bien, je ferai pas dans l'original en disant d'anticiper et de prendre le temps en fait de prendre connaissance de ce qui est attendu au niveau du reporting, mais à un temps calme en fait, juste après le démarrage. Enfin, en tout cas, il faut prendre un temps dédié. À un moment donné, on n'a pas la pression pour prendre connaissance sur des éléments, sur quels critères, de quelle façon les formats, le projet et les réalisations vont être évalués, ou dans quel format on va reporter ces dépenses pour voilà, s'organiser en fonction de cela. C'est un mal nécessaire, donc il faut faire en sorte que ce ne soit pas plus stressant que nécessaire. Merci beaucoup, Fénia. Ça va devenir de plus en plus difficile. Je vais passer la parole à Nicolas. Et Laurent, je te laisserai conclure. Et donc, voilà, pareil, de ton côté, quels sont les conseils ou les leçons que tu tirerais de tout ça et que tu voudrais partager? Peut-être plus sur la partie clôturer un projet, je dirais moi ne pas hésiter à faire un bilan critique de ses propres résultats et le mettre en discussion avec le bailleur. Encore une fois, un bailleur préférera toujours une relation d'honnêteté à quelque part du rêve, j'ai envie de dire. Donc terminer une relation de confiance avec un bailleur en faisant son propre analyse, son autocritique et en essayant de pouvoir rebondir par la suite, ça me paraît toujours intéressant et toujours important, quoi. Merci, Nicolas. Laurent? Eh bien, moi, je reviendrai sur les notions de suivi avec l'équilibre à trouver pas évident quand on monte le projet sur un système de suivi qui soit en même temps pas une usine à gaz impossible à suivre, en même temps pas quelque chose de simpliste ou trop simpliste et trop déconnecté de ce qu'on veut suivre en termes de résultats notamment, et de veiller à ce que ça puisse être vraiment utile, c'est-à-dire utile au pilotage aussi. Donc, ce qui implique ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ça soit mis en œuvre dès le début et que ça sert pour les rapports intermédiaires et qu'au final, ça facilite le travail d'évaluation. Et je rajouterai juste un petit mot, puisqu'on a parlé de
la durée des projets. Je pense que c'est un vrai sujet à débattre avec le bailleur initialement, parce que c'est vrai qu'on voit parfois des projets sur lesquels on prévoit beaucoup de choses et à faire en peu de temps, comme souvent, et que parfois les projets sont un peu trop ambitieux par rapport à la durée, et que la négociation quelque part entre le porteur et le bailleur sur le bon calibrage de ce qu'on a à faire dans la durée est un vrai sujet. Parce que voilà, souvent on se dit waouh, avoir voulu faire tout ça dans ce délai, au moins c'est bien d'envisager une suite, mais pas seulement, quoi. Voilà, c'est un sujet en tout cas de discussion important à avoir dans la partie conception. Merci, effectivement, mais là, je pense il en va aussi de la responsabilité du bailleur de ne pas trop, si on lui vend du rêve, il n'est pas obligé de l'acheter. C'est-à-dire qu'il peut très bien dire ce que vous me proposez, c'est merveilleux, mais faire tout ça en un an, ça ne sera pas possible. Peut-être qu'on peut revoir le projet ensemble ou le faire évoluer. Voilà. Un dernier commentaire de Alain, et je m'arrêterai là. Les enjeux de propriété intellectuelle, est-ce qu'on peut reprendre des idées, des résultats d'un projet antérieur? Tout dépend ce que c'est que ce résultat d'un projet antérieur. Si c'est une bonne idée, les bonnes idées sont faites pour être exploitées et renouvelées, et voilà, et tant mieux. Et si c'est des résultats très industriels, j'allais dire, là, effectivement, on est sur les enjeux de propriété. D'avoir avec le bailleur. Ça se traite avec le bailleur et un avocat. Merci à tous. Alors, désolé, des moments, je passais le regard à droite ou à gauche. C'est pour lire les questions qu'on m'envoyait, soit par WhatsApp, soit directement sur l'ordinateur. Donc, je remercie 1000 fois Fenia, Laurent et Nicolas. Merci d'avoir partagé et d'avoir joué le jeu aujourd'hui avec nous. Et puis, là, je vais donner les derniers mots à Céline, puisque c'est elle qui est l'auteur de ce cycle de webinaire. C'est elle qui a suivi ça et qui a organisé de bout en bout. Tout ça, ça a existé grâce à tous les bailleurs, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'était important. Les logos, les partenaires, c'est l'occasion de vous les montrer. Ce cycle a été soutenu grâce au FEFEM, à la Fondation Prince Albert II, à la ville de Marseille, à l'Agence de l'eau, à la LFD, et évidemment le Conservatoire du Littoral qui est notre employeur, Céline et moi. Donc Céline, je te laisse la parole pour conclure sur ces cycles de projet. Oui, alors pour conclure, un tout petit mot de la fin. Donc, si vous avez assisté à ces 3 web ateliers, donc concevoir et mettre en œuvre un projet, c'est simplement se fixer un grand objectif. Fabrice, ton diaporama a disparu. Désolé, je ne sais pas si tu le vois. Donc, c'est simplement se fixer un objectif, mobiliser tous les moyens qui permettent de l'atteindre et conserver toutes les preuves de sa réalisation. En guise de conclusion, je voulais refaire une petite synthèse sur tous les 5 piliers qui, pour moi, de la gestion de projet. Un projet, ça a tout d'abord une dimension personnelle. Quand on s'engage dans la construction d'un projet, c'est une démarche personnelle d'apprentissage, c'est le learning by doing. Donc, il faut savoir se lancer. C'est normal de commettre des erreurs et l'important, c'est d'en tirer des leçons et d'acquérir de l'expérience pour les futurs projets. Un projet, c'est aussi une dimension sociale parce qu'un projet, ça se monte et ça ne se gère pas tout seul. On a besoin des autres, que ce soit les autres au sein de son équipe, de son organisation et dans le réseau de partenaires également. Et que la vie du projet va être menée d'échanges avec tous ces gens, tous ces collaborateurs, de dialogue et même de dialogue avec le bailleur. On a insisté sur le fait que c'était important d'essayer dans la mesure du possible d'avoir ces relations de confiance humaine avec son bailleur et même avec des nouveaux partenaires qui peuvent subvenir pendant le projet. Un troisième pilier, c'est la dimension technique. Un bon projet, c'est un projet qui est maîtrisé, qui a des résultats qui sont concrets et utiles. Et ça, c'est très important à avoir en tête, notamment quand on est dans la phase stressante de reporting. Il faut savoir se rappeler de tout l'intérêt que le projet a pour son établissement ou pour le territoire sur lequel on travaille. Quatrième pilier, c'est la dimension économique. Il n'y a pas de projet sans budget crédible. Toute action a un coût. C'est important de bien les concevoir, de bien les anticiper dans la phase de montage, de bien les suivre tout au long du projet pour ne pas se retrouver face à des écarts de consommation par rapport à l'offre disponible et éventuellement faire des ajustements, des avenants en lien avec le bailleur pour réaffecter des lignes budgétaires. Et enfin, un projet, c'est une dimension temporelle. Il y a un avant-projet, il y a le pendant le projet, il y a l'après-projet.
Et tout bon projet doit être bien réfléchi dès le début. Ça n'empêche pas qu'il peut parfois évoluer pour s'adapter, pour prendre en considération un contexte nouveau. Et les résultats, pour qu'ils soient vraiment très efficaces, doivent s'inscrire dans sa durée. Donc, ce sont tous les enjeux de pérennisation, de durabilité qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et pour construire solide, il faut du temps. Voilà tout. Merci beaucoup pour cette leçon de vie de projet. Merci. J'ai encore eu quelques questions à propos du certificat de participation. Si vous souhaitez un certificat de participation, vous nous envoyez un message. Vous nous expliquez que vous avez suivi les 3 formations. On vérifiera dans nos tablettes que tout ça est bien vrai. Et effectivement, vous obtiendrez un certificat de participation qui sera délivré par le Conservatoire du Littoral. Merci donc à toutes et à tous. Merci Fénia, Céline, Laurent et Nicolas. On a fini cette saison 2 des formations de la délégation Europe internationale du Conservatoire qui était sur les projets. L'année dernière, c'était sur la communication. On est en train de construire 2 nouvelles formations pour l'an prochain. Vous en saurez plus en suivant les réseaux sociaux sur lesquels on va vous informer des prochaines formations qui auront lieu en 2022 et on espère vous retrouver nombreux à les suivre et à participer et à contribuer. Merci encore à tous et bravo et à très bientôt sur le terrain, j'espère. Au revoir. Le virtuel. Merci à tous. C'est encore mieux. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir.